Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de notre masterclass sur la gouvernance d'entreprise. Après avoir parlé de charte familiale, de comité dédié et de transmission d'entreprise, nous abordons aujourd'hui un sujet clé, celui de la RSE, de l'entreprise à mission et de sa mise en place au sein des entreprises. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant les échanges, nous consacrerons un temps en fin de webinaire pour y répondre. Un replay vous sera également envoyé à l'issue de ce webinaire. Pour ce 5e épisode, je suis ravie de retrouver Joëlle Ciblot, directrice de l'ingénierie patrimoniale du CIC Nord-Ouest. Bonjour Joëlle. Bonjour. Et Caroline Leviez, fondatrice de Ma Gouvernance, experte en family business. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Pour cet épisode, notre invitée est Marie-Gabrielle Sorin, fondatrice de WeEngage, conseil en stratégie durable et en engagement sociétal. Bonjour Marie-Gabrielle et bienvenue parmi nous. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors tout d'abord, Joëlle et Caroline, pourquoi avez-vous choisi de traiter ce thème pour ce dernier webinaire et quel lien faites-vous avec le sujet de la gouvernance ? Alors le monde actuel se préoccupe de plus en plus des questions d'avenir durable, d'économie circulaire, de consommation plus juste et responsable. Et si le sujet de la RSE n'est pas nouveau, le seul cycle de la RSE ne reflète pas finalement l'ensemble des thématiques que recouvre l'engagement des entreprises lorsqu'elles adoptent une raison d'être ou lorsqu'elles choisissent des missions qu'elles s'assignent. Les entreprises sont poussées par de très fortes attentes de la part de la société civile, de la part des pouvoirs publics, des ONG, mais également de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, pour qu'elles prennent conscience du rôle qu'elles ont à jouer. Il leur est demandé en définitive d'assumer leur part du travail pour participer à l'amélioration de l'impact de leur activité sur toutes les problématiques sociales et environnementales. Alors cette soft law donne une forte impulsion et détermine les bonnes pratiques. Pour autant, la manifestation vraiment la plus nette de cette volonté affichée de transformation, c'est probablement l'insertion dans le Code civil et dans le Code de commerce, de la loi Pacte, de dispositions qui obligent les dirigeants d'entreprise à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux dans leurs activités. Alors, il est évident que ça concerne la gouvernance d'entreprise parce que c'est dans les instances de gouvernance d'entreprise que les décisions stratégiques sont prises et donc celles-ci vont être initiées à cette occasion-là. Donc le monde change, les gouvernances d'entreprise doivent s'adapter aux nouveaux défis qui finalement attendent les entreprises. Voilà le lien qu'on peut faire. Okay. Peut-être si on peut rajouter quelque chose, c'est que on a vu que pendant la période de difficultés sanitaires, de restrictions qu'on a vécues, les entreprises ont dû s'adapter tout de suite, en tout cas pour celles qui ne l'avaient fait, pour la plupart, à faire du e-commerce, à se digitaliser. Et on peut penser que les contraintes qui ont été amenées par le tournant digital seront probablement les mêmes au niveau des contraintes environnementales d'ici quelques années. Et on peut penser qu'à l'instar des entreprises qui n'avaient pas pris ce virage digital et qui se sont retrouvées en difficulté lors de la première vague de Covid, pourraient également subir le même sort pour celles qui n'ont pas pris en compte tous ces enjeux environnementaux et sociétaux. Alors, beaucoup en fait de dirigeants ont maintenant à l'esprit qu'il faut s'emparer de ce sujet, mais il n'en reste pas moins parfois des difficultés à savoir par où commencer. Comment aligner la vision stratégique de son conseil avec la partie opérationnelle. Et pour ça, il nous semblait important aussi d'éclaircir le sujet avec notre experte qui est Marie-Gabrielle Sorin et qui a l'habitude d'accompagner ses dirigeants dans les transformations et dans la mise en place soit de raison d'être ou de passage entreprise à mission. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, Caroline, c'est vrai qu'il y a un vrai débat actuellement sur le rôle et la place de l'entreprise dans la société. D'un côté est défendue l'idée que l'objet de l'entreprise, c'est de faire du profit, de la croissance. Et de l'autre, on parle de plus en plus du fait que l'entreprise a un nouveau rôle à jouer, plus sociétal et avec plus de responsabilités. Marie-Gabrielle, qu'en est-il ? Et est-ce que le rôle de l'entreprise est réellement en train de changer ?
ou bien est-ce que c'est une mode ou le fait de quelques entrepreneurs activistes? Alors merci pour cette question et merci aussi encore une fois pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et j'espère pouvoir vous apporter quelques éclairages. L'idée est vraiment que ça puisse être interactif, donc n'hésitez pas aussi à poser des questions et j'y répondrai avec plaisir à la fin. Oui, il y a clairement une évolution de la place de l'entreprise dans la société. Euh, il y a plusieurs raisons à cela. La première, évidemment, c'est les attentes croissantes des parties prenantes, et Joël, tu l'as rappelé, mais les parties prenantes des entreprises les mettent finalement dans un contexte nouveau, leur donnent une pression nouvelle, que ce soit évidemment les clients qui demandent plus de transparence, de qualité, etc., que ce soit les salariés aussi, qui sont en quête de sens et d'utilité dans leur travail. Une pression aussi que je remarque beaucoup, notamment dans les PME et ETI, des grands partenaires commerciaux des entreprises qui imposent des normes ou des pratiques durables à leurs fournisseurs et prestataires. Évidemment, une pression croissante des pouvoirs publics avec une réglementation qui est, j'allais dire, toujours plus serrée sur les sujets sociétaux et environnementaux. Et également, on l'a vu notamment avant la crise sanitaire, une pression de la société civile, des ONG, des étudiants qui ont fait les marches pour le climat, etc. Donc voilà, ce premier contexte de pression des parties prenantes. Après, je dirais que le deuxième contexte changeant, même si ça fait longtemps qu'on a alerté dessus, mais c'est finalement les limites qui sont exogènes aux entreprises, qui sont les limites qui sont celles de notre planète. On appelle ça les limites planétaires, les défis sociaux, environnementaux, le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles et les défis sociaux, l'inégalité de la répartition des richesses, l'exclusion, la pauvreté, etc. Et vous avez certainement vu hier le dernier rapport du GIEC qui a fuité et qui fait énormément parler de lui. Donc le GIEC, c'est le groupement international des économistes du climat, qui est paru hier et qui a énormément fait parler de lui parce qu'il est très alarmant par rapport au dernier de 2014. Et il dit que finalement, si on n'est pas capable d'une transformation radicale dans nos modes de vie, dans nos modes de consommation, dans nos processus, dans nos comportements, finalement, on ira droit dans le mur, que ce soit les individus, les écosystèmes, les institutions, le gouvernement et évidemment les entreprises qui sont une très grande partie prenante de cette évolution. Après, je dirais qu'il y a un nouveau contexte, je dirais politico-économique, c'est-à-dire qui redéfinit les rôles entre l'intérêt général, les pouvoirs publics et l'intérêt particulier ou en tout cas l'intérêt des entreprises, avec un État notamment en France qui finalement n'a plus le monopole de l'intérêt général, le monopole des communs. Et on attend des entreprises, comme le disait Joël aussi, que aujourd'hui elles fassent partie de la solution. Elles ont longtemps été considérées comme étant responsables d'un certain nombre de maux, mais aujourd'hui on attend d'elles qu'elles fassent partie de la solution et on l'a vu pendant la crise du Covid, notamment au début, quand il s'est agi de fabriquer des masques, du gel hydroalcoolique, ou même aujourd'hui d'organiser de façon nationale la vaccination, finalement, ce sont des entreprises qui ont porté tous ces sujets. L'État n'a pas été en mesure de le faire, ou en tout cas, ceux qui ont la capacité d'innovation, les chaînes de production, les moyens financiers, etc., ce sont finalement les entreprises. Et ce qu'on observe aussi, c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs et de dirigeants qui finalement montrent l'exemple, qui montrent qu'il est possible de redéfinir les standards du rôle de l'entreprise, qu'il est possible d'agir et d'avoir un impact sociétal et environnemental. Quand je dis nouvelle génération, c'est pas forcément des jeunes, ça peut être, je veux pas faire du jeunisme, mais en tout cas qui arrivent, qui deviennent dirigeants maintenant ou qui dans le cadre par exemple d'entreprises familiales qui sont souvent les nouvelles générations.
Du coup, ce qu'on remarque, c'est que d'une entreprise très philanthropique dans les années 90, qui est devenue ensuite une entreprise dite de la RSE, une entreprise responsable qui comment dire, mettait en place un certain nombre d'actions, d'obligations réglementaires, de reporting extra-financier, etc. Aujourd'hui, finalement, on arrive à un nouveau rôle de l'entreprise qui est l'entreprise à impact, l'entreprise durable. Elle peut prendre plein de formulations différentes, et c'est celle qui va travailler sur ses modèles économiques, pourquoi pas devenir entreprise à mission, on va en parler bien sûr, et qui va mettre finalement au cœur de sa stratégie les enjeux environnementaux et sociaux. Finalement, je dirais qu'on arrive à la fin de ce qu'on a longtemps on a longtemps voulu faire un compromis. Maintenant, on arrive à la fin de ce mythe du compromis. Avant, on pensait que il fallait soit choisir entre croissance, développement économique, performance financière d'un côté, et préservation de l'environnement, lutte contre les inégalités, etc. de l'autre. Et maintenant, on sait que il y a beaucoup d'études qui le prouvent. On sait que non seulement les deux sont conciliables pour faire de la croissance, mais en plus, et le rapport du GIEC nous le rappelle, que c'est absolument urgent de concilier ces deux pans. Certains parlent de double projet. Je pense par exemple à l'entreprise Danone qui depuis longtemps a initié ce double projet. Voilà, ça devient urgent de concilier ces deux pans. Donc finalement, pour conclure, je dirais que engager son entreprise, agir pour une croissance durable, finalement, c'est plus une option, c'est juste une nouvelle condition du business. Et donc, ça doit conduire les entreprises, toutes les entreprises, à se transformer, à penser leur transition pour adopter une trajectoire qui répondra à la fois aux limites de la planète dont on a parlé tout à l'heure et aux attentes sociétales qui sont très fortes. Et donc, Marie-Gabrielle, ce nouveau rôle dont vous parlez, ça implique, lorsqu'on est dirigeant ou entrepreneur, de fait de penser son entreprise ou sa stratégie autrement. Selon vous, quelles sont les nouvelles questions qu'il faut se poser et comment faut-il aborder ce nouveau rôle de l'entreprise? Oui, alors c'est vrai qu'une fois qu'on a dit tout ça, ça peut faire un peu peur, et moi j'entends beaucoup de dirigeants qui disent oui, mais finalement une fois qu'on fait ça, comment on agit? Est-ce que ça va pas être trop lourd pour nous? J'ai déjà une entreprise à porter, etc. Donc c'est clair que c'est un nouvel état d'esprit, ou en tout cas une nouvelle responsabilité et contribution qu'on demande au projet d'entreprise, qui n'est pas juste ou plus juste de faire du profit et d'organiser sa propre croissance, mais c'est de créer de la valeur soit pour ses actionnaires évidemment, mais aussi pour tout son écosystème. Du coup, finalement, il y a trois questions sur lesquelles moi je travaille beaucoup avec les dirigeants, et je les amène à se poser ces trois nouvelles questions. C'est évidemment, quelle est ma responsabilité, quels sont mes impacts sociaux et environnementaux sur mes parties prenantes, sur la planète, quels sont les besoins aussi de ces parties prenantes. Donc voilà, quelle est ma responsabilité? J'allais dire, c'est le minimum vital. La deuxième chose, c'est, si je vais plus loin, quelle est la contribution que je veux avoir, quelle est la part que je veux donner, quelle est ma contribution pour la société et pour les enjeux dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça passe par questionner l'utilité de son offre, comment je crée de la valeur finalement pour l'intérêt commun, comment j'améliore aussi les standards de mon secteur ou de ma filière ou de ma chaîne de valeur. Et enfin, la troisième question, c'est, une fois que j'ai répondu à ça, c'est comment je peux adapter, même organiser la transition de mon business model, de ma gouvernance, pour adopter cette nouvelle trajectoire qui m'inscrira dans une croissance durable, c'est-à-dire à la fois pour moi et à la fois pour mon écosystème. Donc là, c'est quel est le centre finalement de ma croissance, quel est l'impact
sociétale et environnementale de tous mes choix stratégiques. Donc, on voit bien que une des clés finalement de transformation des entreprises, de transition sur cette trajectoire durable, c'est et ce sera sa capacité à mettre ces sujets au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que ça n'est plus une somme de bonnes pratiques RSE qui peut être gérée souvent par une direction ou un groupe de collaborateurs, mais c'est bien maintenant une vision stratégique qui doit être questionnée, promue et organisée par le COMEX, par le conseil d'administration, par les différents organes de gouvernance. C'est aussi le fait de considérer seulement quelques parties prenantes évidentes comme ses clients ou ses fournisseurs pour passer à une conscience plus globale de tout son écosystème et de tous ses impacts sur sa chaîne de valeur, son territoire, ses clients, etc. Aussi, c'est passer puisqu'on parle de changement de mentalité, c'est vraiment de passer de cet exercice de compliance ou de reporting qui avait beaucoup été pensé pour la RSE à prendre de la hauteur sur ces enjeux et d'en faire, comme je disais tout à l'heure, une stratégie sustainability finalement proactive et pourquoi pas jusqu'à repenser son business model, puisqu'on sait maintenant qu'il y a des business models durables qui ont prouvé leur capacité à créer de la valeur et de la croissance. Je pense notamment à l'économie circulaire, à l'économie de la fonctionnalité, etc., qui sont maintenant des pratiques, des business models qui peuvent aider à la transition de certaines entreprises qui ne savent pas forcément comment aborder tous ces sujets. Et on se rend compte que en faisant l'exercice de voir en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, quels sont les moyens que j'ai pour agir, puisqu'on parle de comment passer à l'action, quels sont les moyens que j'ai pour agir. Finalement, les leviers de durabilité dans l'entreprise, ils sont nombreux. Il y a évidemment sa gouvernance, sa culture d'entreprise, il y a tout les écosystèmes territoriaux et sectoriels dans lesquels j'évolue. Évidemment, mon offre et mes clients, ma chaîne de valeur, mon rôle sociétal, ma citoyenneté d'entreprise. Donc, voilà, si on fait l'exercice de se poser, c'est ce que je fais toujours avec les entreprises que j'accompagne, je les fais prendre conscience que elles ont les moyens d'agir et que ça n'est pas, il s'agit pas d'être forcément une entreprise du CAC 40 pour avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Donc voilà, ce nouveau rôle, ça peut faire un peu peur, mais il doit pas être vécu comme une contrainte. J'allais dire que d'abord, il doit être vécu quasiment comme un devoir, et on le voit encore une fois avec ce GIEC qui nous rappelle un peu à l'ordre, mais comme un devoir finalement d'entreprise citoyenne, mais il doit aussi être vu comme une opportunité, parce que il faut bien se dire qu'aucune entreprise n'échappera à cette transition dans les 5 à 10 prochaines années, ni aucun secteur. Donc autant en faire une opportunité pour ses actionnaires, pour ses salariés, pour ses parties prenantes, et pour innover et pour se démarquer sur son secteur. Et justement, Caroline, pour reboucler sur des sujets que vous avez abordés dans les précédents webinaires, où régulièrement vous avez fait référence au rôle des conseils d'administration dans la stratégie de l'entreprise. Et justement, dans ce domaine de la RSE, de l'entreprise à mission, quel rôle ont-ils à jouer et comment peuvent-ils formaliser les choses ? Oui, alors c'est vrai qu'il nous paraissait important de revenir sur le rôle du conseil d'administration parce qu'en réalité, et c'est surtout assez français, en France, les conseils d'administration ne jouent pas toujours leur rôle dans cette démarche qui va être la formalisation, le déploiement, voire le cheminement qui va amener soit à définir une raison d'être, soit à passer en entreprise à mission. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, aux États-Unis où on manie depuis très longtemps les notions de corporate purpose et où en fait les conseils d'administration ont l'habitude de piloter cette démarche. En France, ce qu'on remarque, c'est qu'en général, c'est plutôt l'exécutif qui s'en occupe,
Alors que pourtant, dans l'esprit et la lettre de la loi Pacte, l'idée était de donner au moins l'initiative au conseil d'administration de lancer ce type de démarche. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a parfois des conseils d'administration qui se laissent réduire à des rôles de suiveurs, voire quelque part de chambre d'enregistrement, et ça peut avoir des conséquences négatives parce que si le conseil d'administration n'est pas impliqué, cela signifiera nécessairement que la dimension de long terme sera insuffisamment prise en compte lorsque la démarche de raison d'être ou d'entreprise à mission sera pilotée par la partie exécutive. Et donc, l'idée pour nous aujourd'hui, c'était aussi de redonner quelques bonnes pratiques clés pour garantir que la place du conseil d'administration dans la démarche d'élaboration et de déploiement, elle va vraiment permettre à la raison d'être et à la mission d'obtenir l'expression de tout leur potentiel. Et donc, une des premières bonnes pratiques qu'on peut donner ici, c'est en premier lieu de définir l'implication du conseil dans le projet d'élaboration et le déploiement de la raison d'être. Donc, on l'a rappelé tout à l'heure, la loi Pacte confie, alors c'est pas marqué explicitement comme ça, mais au conseil d'administration d'initier la démarche. Il faut savoir que la raison d'être agit comme un filtre stratégique qui va guider les décisions du conseil d'administration. Elle va aussi inspirer les développements futurs, mais elle va aussi parfois devoir conduire à des renoncements. Je vais prendre l'exemple d'entreprises qui ont des activités lucratives, fortement rentables, mais qui vont s'opposer à la raison d'être ou à la mission. Et donc, il va falloir que le conseil d'administration prenne en considération le fait qu'il va falloir proposer aux actionnaires d'arrêter cette activité. Et donc, il va falloir trouver des réorientations, une autre manière de fonctionner. Et donc, si le conseil d'administration n'a pas bien pris en compte la dimension de la raison d'être et de la mission, il risque d'y avoir en fait des dissonances entre ce que l'exécutif voudra mettre en place et la vision du conseil d'administration. Une deuxième bonne pratique, c'est vraiment de bien définir ce que sera la raison d'être. La raison d'être, c'est d'abord et avant tout une contribution et c'est la marque que la société souhaite poser sur le monde, et donc elle va vraiment indiquer le cap à suivre pour l'entreprise. Et donc on comprend dès lors que le conseil d'administration, il devra aussi faire valoir son rôle dans le déploiement et le cheminement. Et donc pour cela, ce qui est recommandé, c'est de désigner une personne qui pourra être un administrateur ou un membre du COMEX ou du comité RSE qui va faire en fait un pont entre l'équipe projet RSE raison d'être et le conseil d'administration, et puis aussi de prévoir des points d'étape entre cette équipe projet qui va travailler sur la raison d'être, la mission, avec le conseil d'administration pour vraiment synchroniser la démarche et bien l'intégrer aussi dans la tête, dans l'esprit des administrateurs. Il faut également que les administrateurs aient vraiment une bonne compréhension de ce qu'est la raison d'être. Donc ça, c'est important, donc bien répondre à la question du pourquoi et pas du quoi ou du comment. Et donc là aussi, le conseil d'administration doit être le garant qu'on va bien répondre à cette question du pourquoi et des questions de fond sur la valeur qu'on va apporter aux parties prenantes et cette empreinte que l'entreprise veut laisser sur le monde. Troisième bonne pratique aussi qu'on peut noter, c'est de bien prendre en compte l'intégralité du groupe, parce que on a parfois des entreprises qui ont tendance à privilégier en fait le vaisseau amiral ou la tête de groupe, et le conseil d'administration peut aussi avoir un rôle à jouer, parce que comme il est sur le long terme, qui permet de prendre de la hauteur sur cette réflexion, il doit être exigeant sur ce sujet pour que la raison d'être parle bien jusqu'au dernier maillon des collaborateurs et pas uniquement sur les équipes de direction. Et puis enfin, dernière bonne pratique, c'est vraiment de positionner le niveau d'ambition requis. On a des cas où la raison d'être est conçue et utilisée à des fins de communication ou des fins de marketing, et en fait ça va pas beaucoup plus loin. Et donc en fait c'est dommage, parce que ça va forcément créer des espoirs déçus. Et donc, de ce point de vue-là, le conseil d'administration a également un rôle à jouer pour fixer
ce niveau d'ambition requis pour savoir où on va. Et donc là, à ça, il y a 4 conditions. C'est en faire un projet d'entreprise, donc s'assurer de toutes les déclarations d'ADN de l'entreprise pour qu'elles se rassemblent. La raison d'être va en faire la synthèse et donc recenser toutes les expressions publiques des différents départements des entreprises. On l'a dit tout à l'heure, bien fonctionner en mode projet. La raison d'être doit être menée avec un copil et donc faire le pont aussi avec le conseil d'administration et puis parler à toutes les parties prenantes puisque bien évidemment son objectif c'est de mobiliser. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les bonnes pratiques au niveau des conseils d'administration. Et Marie-Gabrielle, on parle actuellement de RSE, de raison d'être. Mais qu'est-ce que l'entreprise à mission concrètement par rapport au sujet qu'on a abordé depuis le début de ce webinaire? Alors, c'est vrai que on parlait tout à l'heure d'entreprise durable, d'entreprise engagée. Il y a plein de façons de s'engager. Il y a énormément de labels, de cadres de référence qui existent. Je pense à l'ISO 26000, à Bicorp, etc. Depuis le vote de la loi Pacte, donc en 2019, est arrivée cette nouvelle qualité d'entreprise à mission. C'est pas un nouveau statut, c'est une qualité finalement qui est un peu je dirais le Graal de l'entreprise engagée, en ce sens où, et de l'entreprise durable, en ce sens où elle permet et elle oblige même d'inscrire au niveau stratégique de l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, et c'est une condition d'action, d'inscrire au niveau stratégique cette prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc juste un mot sur la loi Pacte qui a, au-delà d'officialiser la qualité d'entreprise à mission, qui a quand même modifié le code civil. Ça mérite d'être noté parce que c'est un vrai changement qui est un peu passé inaperçu. Mais le code civil a été modifié et finalement a consacré la responsabilité des entreprises dans la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise n'est plus seulement gérée pour son propre profit, mais dans son intérêt social, en prenant en considération désormais les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc c'est un vrai pas en avant, une vraie transformation du rôle de l'entreprise. Du coup, pour revenir à l'entreprise à mission, je dirais que aujourd'hui il y en a à peu près un peu plus de 150 en France, donc ça commence depuis 2019. Voilà, ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a énormément d'entreprises qui commencent à travailler dessus. Peut-être pour donner à nos auditeurs les quelques repères à savoir sur l'entreprise à mission. Il y a 4 piliers indissociables de l'entreprise à mission. Le premier, c'est la raison d'être, et c'est celui, je pense, dont on a le plus entendu parler, et Caroline vient d'en parler aussi, qui est finalement cette phrase, cette écriture de la mission qui va refléter la singularité de l'entreprise, la façon dont elle se projette sur le long terme et finalement justement cette contribution aux enjeux sociaux et environnementaux qu'elle souhaite porter aujourd'hui, demain, à l'avenir. Donc c'est pas une signature, c'est pas un slogan, c'est pas c'est pas des valeurs de l'entreprise, c'est vraiment une boussole qui servira ensuite pour conduire la mission dans la durée et surtout dans toute l'entreprise. Donc la raison d'être. 2, d'associer à cette raison d'être une série d'engagements, et c'est ce qui va obliger finalement l'entreprise à mission, la nouvelle entreprise à mission d'agir. C'est quels sont les engagements que je prends vis-à-vis des engagements publics finalement que je prends, donc vis-à-vis de mes collaborateurs, de mes actionnaires, de mes clients, de toutes mes parties prenantes. Donc c'est des engagements qui doivent être forts, mesurables, partagés, et qui doivent pouvoir donner corps à cette mission dans toute l'entreprise. Donc c'est important que ça soit pas juste une stratégie qui est justement faite au niveau du conseil d'administration ou du COMEX seulement, c'est des engagements qui sont partagés par toute l'entreprise et qui doivent être dans toutes les directions, BU, etc., avec des indicateurs de performance qui suivront après.
Le troisième pilier, c'est le comité de mission. Donc, c'est un nouvel organe de gouvernance qui est demandé spécifiquement pour avoir la qualité d'entreprise à mission et qui a pour rôle finalement de suivre et d'évaluer le fait que l'entreprise est en conformité avec les engagements qu'elle s'est fixés. Et c'est un comité qui est composé ça varie en fonction de la taille de l'entreprise, mais entre 6, 7, 10, 12 personnes. On les appelle aussi souvent les critical friends, c'est-à-dire que c'est des alliés finalement externes et des membres internes. C'est vraiment un mix externe et interne. Les alliés externes qui pourront apporter leur expérience sectorielle, qui pourront challenger, et puis les membres internes qui apportent la connaissance de l'entreprise, etc. Donc c'est un nouvel organe de gouvernance qui permet donc de challenger et de vérifier que l'entreprise suit bien cette trajectoire qu'elle s'est elle-même fixée. Et enfin, le quatrième pilier, c'est l'évaluation, évidemment, par un organisme tiers indépendant qui sera en charge d'évaluer tous les 18 mois ou les 24 mois, ça dépend de la taille de l'entreprise, ou même parfois tous les 3 ans, qui sera chargé d'évaluer la mission sur la base des engagements, sur la base des indicateurs de performance que l'entreprise se sera fixée, qui évaluera qu'elle a bien tenu sa mission. Donc voilà les 4 piliers qui sont ces piliers de l'entreprise à mission. Un rappel peut-être parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'entreprise à mission pour les grandes entreprises, mais la réalité, c'est que je disais tout à l'heure qu'il y en a à peu près un peu plus de 150 maintenant en France, et en fait, quasiment 60% sont des PME et des ETI. Quasiment 60% des entreprises qui se sont emparées de ce sujet de l'entreprise à mission sont des PME et des ETI, donc ça n'est pas réservé aux grandes entreprises. Et en termes de secteur, on remarque qu'aujourd'hui, un peu plus de 80%, ce sont des entreprises dans les services. Il y en a à peu près 10% dans l'industrie et 10% dans le commerce. Voilà la répartition. Mais donc vraiment, j'insiste là-dessus, c'est une qualité d'entreprise, une nouvelle qualité qui est accessible. Moi, j'accompagne y compris des TPE sur ce sujet, qui est accessible, ou même des entreprises en création, à toutes les entreprises. Donc voilà, ce qu'il faut peut-être retenir sur l'entreprise à mission, ça n'est pas une politique RSE, ça n'est pas une somme de bonnes pratiques, mais c'est vraiment cette boussole stratégique qui va faire que, à partir du moment où vous êtes fixé cette raison d'être et cette mission, c'est elle qui va aiguiller toutes vos décisions dans l'entreprise, décisions de recruter, décisions d'un achat, décisions de marketing, de culture, de gouvernance, etc. Chaque décision devra être éclairée à l'aune de cette nouvelle boussole stratégique. Merci beaucoup Marie-Gabrielle. Joël, si on se met quelques instants dans la peau d'un ou d'une dirigeant d'entreprise qui nous écoute, quelle motivation pourrait-il ou pourrait-elle avoir à s'engager dans ce processus ? Alors, si on fait une sorte de synthèse des avantages, inconvénients de s'engager dans un tel processus qu'on vient de l'évoquer depuis le début, on pourrait peut-être distinguer 4 intérêts principaux, mais également souligner 2 points de vigilance. Alors le premier, le premier avantage ou premier intérêt à s'engager dans ce processus, en définissant une raison d'être, en se donnant des missions, c'est, comme vient de le dire Marie-Gabrielle, c'est de donner une orientation stratégique à l'entreprise. Elle parlait de boussole stratégique, c'est ça, un cap finalement dans tous ces domaines sociaux et environnementaux. Et c'est l'affirmation de préoccupations à long terme qui va permettre aux dirigeants de sortir de toutes ces préoccupations de décision à court terme que nécessite le pilotage d'une entreprise
Et ça va lui permettre d'avoir une prise de recul par rapport à tous ces sujets qui sont très impactants et très structurants pour l'entreprise. Mais finalement, ces sujets sont assez récents à l'échelle de l'entreprise. Et puis, c'est aussi en veillant à l'engagement de tous, on l'a dit également, collaborateurs, managers, direction, l'ensemble des parties prenantes, que l'on va fédérer l'ensemble des acteurs autour de ce même projet et qu'on va faire vivre concrètement les missions. Et à partir de là, tout le monde finalement va avoir une bonne compréhension des choses et ça va donner un sens à l'action. Et on le disait aussi, finalement, toutes les actions menées par l'entreprise vont être guidées par un chef d'orchestre que vont être les missions qu'elles sont assignées. Il faudra donc être en adéquation avec cela. Deuxième catégorie, on va dire, d'intérêt que peut avoir l'entreprise à avoir une raison d'être et se doter de mission, c'est que tout ça va être un moteur de performance, un vecteur de croissance, on l'a aussi dit. Utilisé finalement comme un outil de changement, ça va permettre à l'entreprise de rationaliser ses structures, ses activités, de faire évoluer l'ensemble de l'entreprise et qu'il y ait une bonne cohérence entre l'organisation et les missions qui vont être affichées. C'est aussi, on l'a abordé tout à l'heure, ça peut passer par le choix de domaines d'activité qui vont être finalement abandonnés parce que ne correspondant plus aux missions que l'entreprise s'est assignée. Et puis, ça va être aussi une évaluation constante du rapport coût-impact de ce que l'entreprise fait. Utilisé comme un modèle de développement, et bien là, c'est toute la recherche et développement qui va être orientée de façon à chercher de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes innovantes et qui vont être structurantes à long terme et toujours dans cette lignée des missions que l'entreprise s'assigne. Après, utiliser aussi comme un levier économique et financier, eh bien tout simplement, ça va permettre la recherche de financement pour l'ensemble des activités de l'entreprise et pas simplement pour ces missions et toutes ces actions en matière de RSE, à la fois des fonds privés mais également des fonds publics. Et puis, lorsqu'elle est tournée comme une expression finalement de son engagement, eh bien, ça va être générateur de confiance. Ça va permettre à l'entreprise de se faire référencer au niveau de ses parties prenantes comme étant un acteur engagé, un acteur de référence dans certains domaines en matière de RSE. Et ça va clarifier sa position sur son marché. Et parfois même, certains pourraient dire, ça va lui permettre de gagner des parts de marché, même si ce n'est pas forcément l'objectif affiché dès le départ. Donc en fait, ces sujets qui sont constante évolution et qui sont devenus des exigences, on l'a dit également, c'est à la fois au niveau social, mais également aussi des exigences au niveau entrepreneurial. Troisième catégorie d'intérêt qu'on pourrait avoir à faire ça, afficher sa raison d'être, ses missions, consiste aussi à construire sa marque employeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Marque employeur, c'est l'ADN de l'entreprise, c'est son identité, c'est son image en interne, c'est également sa réputation en externe. On sait que un des grands enjeux pour les entreprises, c'est d'attirer et de fidéliser les talents. Et les jeunes sont particulièrement en recherche de sens dans leurs actions, dans leur travail. Les entreprises ont aussi un rôle à jouer en matière de diversité, mais souvent elles peinent à trouver des candidats. Donc la raison d'être, finalement, va être un outil de marketing RH, à la fois comme un levier de visibilité pour recruter, mais également un levier de crédibilité pour les candidats potentiels. Donc afficher ses valeurs, son organisation, son projet d'entreprise, va différencier l'entreprise en tant qu'employeur, tant auprès des salariés que des recrues potentielles. Enfin, quatrième catégorie d'intérêt, c'est cette prise de conscience du rôle de l'entreprise dans son écosystème,
va lui permettre de prévenir et de contrôler les risques. Alors, on pourrait citer par exemple le fait d'être en rupture par rapport à son marché, où finalement l'entreprise produirait des choses alors que le marché n'est plus du tout demandeur de ce genre de produits. Et également, ça permet à l'entreprise de veiller à la conformité en matière de réglementation, puisqu'on le sait, en matière environnementale, la réglementation est de plus en plus ferme et de plus en plus dure. On citera par exemple l'obligation pour les entreprises d'indemniser lorsqu'il y a un passif environnemental. Donc, tout ça, ce sont des notions qui n'existaient pas auparavant, mais qui sont aujourd'hui absolument essentielles et l'entreprise ne peut pas en faire abstraction. Donc, je vous disais deux points aussi de vigilance, des points d'attention. La première, c'est que lorsqu'on parle d'engagement, lorsqu'on parle de mise en place de processus, etc., c'est très lourd, c'est impactant. Donc concrètement, il n'y a pas de retour en arrière qui est possible, sauf finalement à décrédibiliser l'entreprise et puis ses acteurs. Deuxième point aussi d'attention, c'est le fait qu'on ne peut pas ignorer que dans quelques années, il puisse y avoir des procès qui soient intentés aux entreprises par les parties prenantes parce qu'elles ne seraient pas en cohérence avec la raison d'être et les missions qu'elles se sont assignées. Et donc les entreprises doivent quand même être vigilantes par rapport à cela pour le futur. En tout cas, une chose est sûre, pour conclure sur cette partie-là, c'est qu'une gouvernance d'entreprise qui va intégrer de façon opérationnelle ces sujets, forcément, elle aura une longueur d'avance. Et justement, Joëlle, en guise de conclusion pour ce webinaire, et pour parler aussi de choses concrètes, quelle feuille de route peut-on dessiner et quels sont les points d'attention à avoir pour mettre en place cette mission, cette RSE au sein d'une entreprise? Alors si je fais deux petits points de rappel, on l'a largement évoqué, c'est que définir une raison d'être, se donner des missions, ça se construit. C'est un chemin, il est parfois long, néanmoins il faut prendre le temps. Toutes les entreprises sont aujourd'hui sensibles aux questions sociales, environnementales, mais le processus implique une redéfinition, voire une reconfiguration d'entreprise, on l'a aussi largement dit. Mais pour autant, ce n'est pas seulement un moyen de performance économique, c'est un véritable engagement. Donc il faut être crédible. Et puis, en cela, on ne recherche pas forcément un label, une certification. Marie-Gabrielle en a parlé tout à l'heure, même si cela peut être un préalable, notamment en matière de RSE, pour afficher ses premiers engagements. Mais aussi, il ne faut pas avoir cette vision court-termiste et rechercher des effets immédiats. Ça ne sera pas le cas, c'est vraiment un chemin tel qu'on l'a écrit, vous le voyez à l'écran. Deuxième point, deuxième petit rappel, c'est que rien ne peut se faire sans une réflexion collective. Le partage emporte l'adhésion et donc emporte aussi la responsabilité de ces acteurs. Il faut qu'on insiste là-dessus. On ne part pas avec son bâton de pèlerin à se dire, ben voilà, je me suis réveillé un matin, je vais faire ça. Non, ça engage, c'est une forte implication, une forte responsabilité. Alors, si je passe concrètement maintenant des étapes qu'on pourrait définir pour vous donner une feuille de route et pas vous laisser comme ça partir sans avoir un espèce de cheminement. La première chose, c'est la définition des engagements. Qu'est-ce que l'on veut faire? Il faut définir les axes, évaluer les besoins. On va donc définir cette trajectoire que l'entreprise veut prendre. C'est vraiment l'essence même. Point d'attention là aussi, les objectifs en amont ne doivent pas être complètement liés finalement aux seules convictions du dirigeant. Sinon, à défaut, c'est que ça ne va pas passer les générations et ce projet ne sera pas pérenne. Il faut vraiment, encore une fois, que ça embarque tout le monde. C'est donc vraiment la pertinence du projet que l'on définit là. Après, on va déterminer le mode opératoire. C'est-à-dire qu'on va ajuster les moyens que l'on veut allouer à cela, c'est-à-dire le processus de décision, les moyens humains et les moyens financiers. Et là, on va définir le niveau d'ambition que l'on veut se donner. Et puis,
On l'a également dit, on va définir les indicateurs de performance, les mesures de l'impact pour avoir finalement les résultats et procéder aux ajustements. Là, ça va définir l'aide à la décision. Est-ce que je suis dans le vrai, dans ce que je fais? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça a un réel impact? Troisième point, on a parlé du comité de mission. Là aussi, dès lors qu'on est une entreprise ayant adopté le statut d'entreprise à mission, eh bien, ce comité de mission va être extrêmement important parce qu'il va suivre, il va évaluer la conformité des actions de l'entreprise par rapport à ses missions. Il va proposer des orientations, il va aussi rédiger un rapport annuel, donc il va formaliser les choses. Et ce comité de mission va finalement éclairer les choix. Quatrième et avant-dernier point, la rédaction des statuts qui va être adaptée, évidemment. Et là, en insérant cette raison d'être, en adoptant formellement le statut d'entreprise à mission, eh bien, on va rendre public les choses et on va les rendre opposables aux tiers. On va rendre opposable la finalité qu'on poursuit, c'est-à-dire que assumer en parallèle à son objet social la poursuite d'intérêts sociétaux et environnementaux. C'est vraiment l'affirmation à long terme de ses intentions. Et enfin, le dernier point, c'est communiquer. Oui, forcément, c'est important. Si on le fait, c'est parce que ça doit être affiché, ça doit être dit, probablement aussi pour servir de modèle, pourquoi pas. Mais attention quand même aux phrases qui sonnent bien et qui au final ne veulent pas dire grand-chose et ne définissent pas vraiment le projet de l'entreprise dans ces domaines sociaux et environnementaux. Ce n'est pas une déclaration d'intention, on l'a déjà dit, parce que si les actes ne sont pas en rapport avec les dires, les paroles, eh bien ça va plus être destructeur d'image que fédérateur autour du projet. Donc tout ça, ça participe de la crédibilité de l'engagement. Voilà, très vite détaillé comment on peut rendre opérationnelle sa gouvernance face à tous ces enjeux sociaux et environnementaux. Donc on espère avoir été assez clair dans nos propos, même si c'est extrêmement rapide. Peut-être on peut laisser maintenant la place aux questions que vous avez à poser. Alors justement, on va regarder est-ce qu'il y a des questions. Il n'y a pas de... Alors avant peut-être les questions, si certains souhaitent poser leurs questions, qui n'hésitent pas, on va peut-être lancer le sondage de fin de webinaire. Je vous propose d'y répondre en quelques secondes. Ça laissera aussi le temps à celles et ceux qui souhaitent poser des questions de les poser. Donc je vous laisse prendre le temps de répondre au sondage. Et surtout, dès que vous avez répondu, si vous souhaitez poser des questions ou dans le chat, je ne sais pas si dans le chat il y a eu des échanges. On peut peut-être ouvrir le micro si c'est plus facile pour poser des questions. Non? C'est compliqué, on est trop nombreux. Hop, on arrête le sondage et on vous communique les résultats. Donc 76% sont très intéressés par la thématique. 38% souhaitent l'approfondir. Et donc vous avez tous apprécié, tous ceux qui ont répondu en tout cas ont apprécié le format. Merci beaucoup. Je ne sais pas si entre-temps quelqu'un a posé une question. Alors, est-ce qu'on peut... quels sont... Attendez, hop. Alors, quel modèle d'entreprise pourriez-vous nous citer? Quelles entreprises qui ont mis en place soit le statut de banque à mission, par exemple, vous pourriez nous citer? Et qui ont réussi, qui sont des réussites et où ça se passe bien. Peut-être Marie-Gabrielle sur cette question-là? Oui. Il y en a plusieurs. Je pense à un des entrepreneurs pionniers de l'entreprise à mission, qui est Emery Zakia avec la Canif, qui est une entreprise de
vente de meubles en ligne et qui a pour raison d'être finalement de proposer des produits et des services pour la maison, donc à la fois au bénéfice de l'homme et de la planète, tout en je sais plus quelle est la raison d'être exacte, mais tout en mobilisant à la fois son écosystème et en s'intéressant aux nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Donc il a Henry Jacquia se donné un certain nombre d'engagements sur la confiance et la responsabilité des clients, sur l'économie circulaire, sur l'emploi dans le territoire, etc. Donc ça fait partie en effet, des entreprises que je vous invite à regarder à la fois en termes j'allais dire, de qualité, de raison d'être, de leurs engagements qu'ils ont poussés extrêmement loin, et puis aussi en termes d'inspiration du dirigeant, parce que c'est vrai que il est un exemple de dirigeant qui porte ces sujets de façon évidemment très très convaincue, mais surtout avec une réelle envie de contribuer et de transformer son secteur, parce que c'est vrai que le secteur à la fois de la vente en ligne et à la fois sur le segment de la maison peut donner lieu à énormément d'économies linéaires ou de pollution, etc. Donc lui, il a voulu repenser tout ça. Parfois, il se dit vouloir concurrencer Ikea sur le plan, enfin devenir un Ikea durable. Donc voilà, je citerai ça. Après, il y en a plein. Il y a le site français aussi dans son secteur. Il y a Open Classroom dans le secteur de la formation en ligne. Voilà. Si vous souhaitez être inspiré de modèles, je vous invite à aller sur le site de la communauté des entreprises à mission. Il y a une communauté qui s'est créée et qui regroupe peut-être pas toutes les entreprises à mission, mais quasiment toutes, et qui permet de s'inspirer et de voir quels sont les modèles d'entreprises qui ont réussi, parce que pour certaines, elles étaient finalement déjà entreprises à mission. La loi PAC leur a permis d'officialiser ça, mais elles avaient déjà pu expérimenter le fait que ça fasse gagner des parts de marché, que ça soit très attractif pour les collaborateurs, etc. Donc, je vous invite à regarder la communauté des entreprises à mission. Ensuite, on a une autre question. Ah oui, Joël, tu voulais peut-être faire un petit retour sur les moi, je exemples. voulais juste faire un petit cocorico pour rappeler que le Crédit Mutuel Alliance Fédérale était une entreprise à mission et c'était doté d'une raison d'être. Oui, de banque à mission, tout à fait. Une des premières banques dans ce domaine-là. Voilà. Alors, dans les questions qu'on a, c'est qu'elles tournent aussi autour de tout ce qui est dans les domaines juridiques, notamment quand on a des statuts d'entreprise classiques. Comment on peut passer dans un second temps, quand on l'a pas prévu au départ, à une entreprise à mission. Et aussi, si on avait peut-être des suggestions de conseils juridiques pour accompagner les entreprises, soit des personnes à conseiller. Ça peut être peut-être dans un second temps cet aspect-là, mais en tout cas, comment on peut accompagner de façon globale les entreprises sur ce sujet ? Alors, lorsqu'on n'a pas prévu dans les statuts de façon, à l'origine, ce qui est totalement logique, puisqu'on a des entreprises qui sont nées depuis de très très nombreuses années, ça n'existait pas, donc forcément ça n'est pas prévu, mais on le sait tous, les statuts ça se modifie, ça se refait, et c'est précisément ce qu'ont fait la plupart des entreprises qui ont intégré en tout cas cette raison d'être, ou sans forcément adopter le statut d'entreprise à mission. Donc ça se fait parfaitement. Et le Code civil a prévu tout à fait ça. Après, des conseils en la matière, Marie-Gabrielle fait partie de ce périmètre-là. Je te laisse parler. Oui, absolument. Peut-être que pour appuyer ce que tu dis, Joël, en effet, le principe de l'entreprise à mission, puisque justement, ça n'est pas un statut, mais c'est simplement, enfin, j'allais dire simplement non, mais c'est l'objet social dans les statuts de son entreprise qu'on doit modifier. Donc, évidemment, c'est accessible à toutes les formes juridiques d'entreprise, et évidemment qu'on peut le modifier, et c'est même demandé, modifier ces statuts pour signifier le fait qu'on souhaite devenir entreprise à mission. Donc, il y a des formulations qui sont
j'allais dire, qui sont juridiques et que vous pouvez trouver sur Internet, et plus le fait que vous insérez dans vos statuts votre raison d'être et vos engagements dont on parlait tout à l'heure, plus le comité de mission. Donc tout ça est réglementé. Et pour rebondir sur ce que dit Joël, pour ma part, oui, absolument, j'accompagne des entreprises dans toutes leurs démarches d'entreprise à mission, évidemment. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions, ou n'hésitez pas. Super, merci beaucoup Marie-Gabrielle. Alors je regarde, je crois qu'on n'a plus d'autres questions. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes pour votre participation. Merci du coup à Joël et à Caroline pour cette série de 5 épisodes qui est très enrichissante et qui, je pense, a accompagné beaucoup de nos dirigeants, clients et prospects. Vous pourrez bien sûr retrouver les 5 épisodes sur notre chaîne YouTube si vous les avez manqués, donc n'hésitez pas. Merci encore Marie-Gabrielle pour votre participation. En tout cas, votre éclairage était à la fois pertinent, concret, et nous a permis d'y voir plus clair dans ce statut d'entreprise à mission dont on parle beaucoup actuellement. Et bien sûr, si vous souhaitez approfondir le sujet ou si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous vous souhaitons dans tous les cas une excellente journée et à très bientôt pour d'autres aventures. Très vite, au revoir. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir.